Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur la gestion des connaissances personnelles. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes à la recherche d'un bon système de prise de notes. Car probablement que vous vous retrouvez dans un ou carrément tous les problèmes que j'ai listés sur l'écran. Peut-être que vous lisez beaucoup, ou plus généralement vous consommez beaucoup de contenu sur Internet, des vidéos YouTube, des articles et autres, mais vous avez l'impression de tout oublier. Si aujourd'hui, je vous demande de me résumer le livre ou la vidéo YouTube que vous avez vue il y a ne serait-ce que seulement 3 mois, je suis sûr que vous n'arriverez pas à me le résumer correctement. À résumer tous les concepts, à m'expliquer ce qui vous a parlé, à retrouver les exemples et les concepts que la personne évoquait dans son livre. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on passe notre vie à consommer du contenu. Je sais pas pour vous, moi je passe 4 heures par jour à consommer du contenu. 4 heures fois un an, ça fait quasiment 1000 heures que je perds chaque année à consommer du contenu si je me souviens pas de ce que j'ai lu, de ce que j'ai regardé. Et je trouve ça extrêmement dommage, parce que c'est le quatrième point que j'ai noté, ça nous permet pas d'avoir une vraie croissance intellectuelle en tant qu'humain. Bah oui, parce que si on est une passoire sans fond, chaque chose qu'on apprend, on l'oublie. Au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on a passé, 4, 5, 6 ans, depuis peut-être qu'on a fait des études, à ne rien retenir à ce qu'on lisait et à ne pas se développer intellectuellement. Oui, on gagne de la surface, oui, on continue à s'éparpiller, à avoir une connaissance extrêmement étendue, mais il y a jamais de profondeur. Il y a rien qu'on maîtrise vraiment et on n'augmente jamais on croît jamais intellectuellement et moi je trouve ça dommage. Et peut-être enfin que quand vous prenez des notes, quand vous essayez de prendre des notes en tout cas, bon déjà vous savez pas exactement comment les prendre, donc elles sont souvent mal prises et probablement pas très fonctionnelles. Elles vous servent pas à grand chose en fait, même quand vous les relisez. Mais peut-être aussi que vous les éparpillez un peu partout. Vous les rangez dans le dossier qui vous semble le plus opportun à un moment donné, mais c'est pas le dossier le plus logique et donc vous arrivez jamais à retrouver les notes que vous avez prises. Et puis souvent même, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous oubliez même que vous avez pris vos notes. Donc vous oubliez où elles sont rangées et puis ensuite vous oubliez que vous les avez prises. Donc vous allez forcément jamais aller les rechercher. Donc finalement, si je résume, vous consommez pas mal de contenu, comme tout le monde en France, je sais pas, la moyenne française, ça doit être 3 heures par jour. Vous êtes peut-être dans ces eaux-là. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que probablement que vous oubliez la plupart du contenu que vous lisez. Et ensuite, même si vous essayez de prendre des notes, vous oubliez que vous avez pris ces notes et où elles sont rangées. Donc finalement, vous perdez votre temps. C'est le constat en fait. Et d'ailleurs, sur le truc de perdre son temps, c'est le titre du livre que j'ai publié aux éditions Erol il y a 2 ans, qui est aujourd'hui best-seller, qui s'appelle «Arrêtez d'oublier ce que vous lisez». Et la première phrase du livre, c'est: «Prendre des notes, ça prend du temps, ne pas en prendre, c'est perdre son temps». Et je pourrais même rajouter: «Mal en prendre, c'est perdre son temps». La phrase est juste ici. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution à tous ces problèmes? Eh bien, moi, ce que je vais essayer de vous proposer dans cette vidéo, c'est pas simplement un logiciel de prise de notes nouvelle génération. Notion ou Evernote ou Apple Notes, bien organisé avec des beaux tags, oh là là. Non, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'ailleurs dans les principes que je notais juste après, c'est un système de gestion des connaissances personnelles complet. Un écosystème de gestion des informations, des connaissances et des flux, et pas uniquement un logiciel de prise de notes. Pourquoi? Ben parce que si vous avez simplement un logiciel de prise de notes, vous allez probablement pas l'utiliser. Parce qu'il vous faut du temps pour maintenir un système de prise de notes. Il vous faut du temps pour passer du temps à prendre des notes. Il vous faut du temps pour entretenir le système, pour déconstruire vos prises de notes en notes utiles. Il vous faut du temps pour créer des projets dans le système de prise de notes. Des temps pour mettre des tags. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre vie de tous les jours, vous allez peut-être l'utiliser pendant 1, 2, 3 mois ce système, et puis au bout de quelques mois, vous allez le laisser tomber parce qu'il vous prend trop de temps, qu'il est pas exhaustif du coup parce que vous enregistrez pas toutes les informations dans ce système. Des fois, vous les enregistrez autre part parce que ça prend trop de temps à maintenir et globalement, à la fin, il vous apporte aucune valeur. Moi, ce que je veux envie de vous proposer, en tout cas dans cette vidéo, c'est une autre approche. C'est de voir l'ensemble de votre gestion de flux d'informations et d'essayer de créer un système qui englobe l'entièreté de ça. Et donc ça commence par, en fait, la sélection. Comment est-ce que vous allez pouvoir sélectionner les meilleurs contenus pour vous qui vont vous enrichir? Ensuite, on va passer dans la capture. Comment est-ce que vous capturez tout ce que vous consommez pour fractaliser la prise de notes? J'appelle ça. C'est-à-dire prendre l'action de la prise de notes qui peut paraître, douloureuse, extrêmement, demandeuse d'énergie si vous voulez et la fractaliser, c'est-à-dire transformer ça en processus de capture. Donc à chaque fois que, par exemple, vous écoutez un podcast, vous avez un bouton qui va prendre les 30 dernières secondes de votre podcast et l'envoyer automatiquement en texte dans votre logiciel de prise de notes. Ou par exemple, quand vous êtes en voiture, en train d'écouter un livre audio, vous avez toujours un moyen pour capturer qui est extrêmement simple. Quand vous êtes dans la rue et que vous avez une idée, vous avez un moyen de capture.
quand vous êtes en train de lire un livre papier, vous avez un moyen de capture et on est sûr de créer et donc là, la première phase donc de cet écosystème de gestion des connaissances personnelles, ça va être de créer des moyens de capture sans friction pour n'importe quelle, éventualité dans laquelle vous pourriez vous retrouver, dans laquelle vous pourriez avoir des idées et devoir capturer du contenu. Une fois qu'on a capturé donc toute cette information dans notre système, il va falloir transformer l'information en connaissances. Donc l'information, c'est quoi? C'est des données organisées qui fournissent un sens, si on veut. Donc c'est en gros des trucs externes qui probablement ont un sens. Maintenant la connaissance, c'est quoi? C'est une information que j'ai intégrée et qui me sert activement dans ma vie, dans mes projets, dans ma vision du monde, dans ma compréhension du monde et donc qui me fait évoluer, qui me fait progresser dans la vie. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire dans cette phase. Vous allez voir, on va se servir de différentes méthodes de prise de notes, différentes visions du sujet, qui vont nous permettre de transformer les informations en connaissances, en choses réellement utiles qui nous font évoluer. Ça connecte aux points qui sont ici, qui est qu'on va réellement faire une croissance intellectuelle dans grâce à ce système. On va également créer de nouvelles connexions inattendues entre nos idées, les concepts qu'on apprend, pour justement générer de nouvelles idées, qui sont le dernier point. Et enfin, avant de terminer cette introduction à cette masterclass, j'ai envie de vous parler de mes 2 autres principes qui pour moi sont fondateurs dans, tout ce que je vais vous présenter par la suite. Parce que vous allez voir, mon système, c'est pas le plus flashy. C'est pas celui qui a les meilleures automatisations. C'est pas celui qui a le logiciel le plus à la mode, qui est le plus interconnecté avec tous mes autres logiciels. C'est pas celui où il y aura le plus d'IA ou je ne sais quoi. Non. Car moi, j'ai 2 principes qui sont extrêmement importants. Le premier, qui est en fait le dernier dans la liste, c'est que je cherche à capter le signal et pas le bruit. Donc, je n'ai rien contre la friction. Ça veut dire quoi? Beh, dans la plupart des systèmes de prise de notes, on va vous encourager à capturer le plus possible. Dès que vous avez un mail important, dans votre logiciel de prise de notes. Dès que vous avez un article qui vous plaît, dans votre logiciel de prise de notes, en entier. Ce qui fait qu'en fait, au bout de 10 ans, vous allez avoir 100 000 notes dans votre logiciel de prise de notes. Quand vous allez vouloir rechercher une information, vous allez avoir un bruit monstre. Vous allez avoir du fouillis de partout. Nous, ce qu'on veut, en réalité, en tout cas moi, ce que je veux, c'est capter le signal. C'est capter le 80-20 des informations qui vont réellement me faire évoluer et progresser dans ma vie. Et donc, j'ai rien contre le fait de rendre la capture d'email plus compliquée. Parce que je suis pas sûr que la valeur, dans 10 ans en tout cas, est contenue dans les emails que je reçois aujourd'hui. Je pense même que c'est pas le cas. Je pense même que la valeur que je reçois dans 10 ans, c'est des concepts qui m'auront marqué et transformé aujourd'hui et qui, dans 10 ans, pourront toujours résonner avec moi. Donc le signal et pas le bruit et donc vous allez voir, il y a pas mal de micro-contraintes dans le système que j'ai mis, de manière intentionnelle pour essayer de capter vraiment ça et pas de fouillis. Et enfin le dernier principe, c'est celui de la résilience. La plupart des systèmes de prise de notes qu'on voit aujourd'hui, ils sont basés sur des logiciels qui sont hébergés en ligne, sur des serveurs aux États-Unis, qui ont une mauvaise politique de confidentialité et qui globalement sont maîtres de tout ce que vous créez. Bah oui. Si un jour ils veulent éteindre leur serveur, s'ils veulent augmenter leur prix, s'ils veulent donner toutes vos données à l'État, si l'État dans lequel le serveur est hébergé passe à un régime autoritaire, bref, il y a énormément d'éventualités qui pourraient se passer, qui font que vous pourriez soit perdre toutes vos notes, comme par exemple Orelsan dans son documentaire, sur sa création de musique. On voit qu'il perd toutes ses notes Apple Notes du jour au lendemain. 10 ans de création perdus, parce que c'est pas résilient. C'est dans un système propriétaire hébergé sur leur serveur sans sauvegarde récurrente. Ou bien il y a plein d'autres cas comme Evernote par exemple, qui était pendant longtemps assez gratuit, puis à 4 € par mois, qui maintenant coûtent genre 16 € par mois, qui ont défoncé leur politique de confidentialité, qui vous empêchent quasiment d'exporter vos notes, qui fait que, bah, oui, bah, il y a plein d'utilisateurs qui ont voulu partir, qui ont pas pu. C'est pas résilient. Et moi je suis convaincu que quand on crée un bon système de prise de notes, on investit dans notre capital intellectuel et donc qu'on a besoin que ce soit résilient sur le long terme. Voilà pour tous mes principes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter maintenant mon système de prise de notes que j'ai représenté de manière visuelle un petit peu juste ici. Je vais vraiment en fait rentrer dans chaque phase du système et vous présenter comment elle marche. Je vais vous montrer les logiciels que j'utilise sur mon écran, à quoi ça ressemble. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous puissiez soit vous en inspirer pour créer votre propre système, je vous donnerai aussi peut-être des petites recommandations de lecture, soit que vous vouliez mettre en place le même système que moi parce que vous jugez que c'est le bon pour vous et auquel cas, je vous le dis dès maintenant, je vous proposerai une réduction exclusive sur ma formation Atomic Knowledge dont je vous ai parlé, un peu plus tôt, qui est une formation donc qui va vous apprendre
étape par étape, comment mettre en place le système. Là, je vais vous présenter tout le système sans filtre, sans restriction d'informations, avec du mystère, promis. Pas de marketing, hem, comment dire? Négatif. Hem, mais plutôt un truc, beaucoup plus chill où je vous présente tout mon système et ensuite si vous voulez le mettre en place, vous aurez Atomic Knowledge avec une réduction à la fin de la vidéo qui vous sera proposée. Super! Je vais finir rapidement la présentation en vous disant simplement que moi, ça fait plus de 5 ans que je crée du contenu sur internet sur le sujet de, la prise de notes, justement. J'ai créé des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines d'articles et de vidéos sur le sujet. Hem et j'ai également donc, Atomic Knowledge depuis 4 ans. Ça il y a plus de 1 030 étudiants qui l'ont suivi sur cette, plateforme, ci là, sur Circle, et puis sur la nouvelle plateforme depuis qu'on a changé, il y en a encore 222 qui ont aussi changé, qui ont aussi, suivi la formation, pardon. Donc voilà, ça fait pas mal de gens, plus peut-être 10 000 personnes qui ont suivi mon livre et des centaines de milliers de personnes qui ont regardé mes vidéos sur le sujet. Voilà, j'ai une petite expérience dans le sujet, j'ai accompagné aussi beaucoup de gens en coaching à créer des systèmes de prise de notes adaptés à leurs besoins et à leurs enjeux, et moi-même, en fait, j'utilise mon système de prise de notes tous les jours et j'ai des milliers de notes dans mon système qui m'ont permis d'écrire 2 livres ces dernières années, toutes les vidéos, que j'ai faites et monter, de nombreux projets. Voilà, donc j'ai un petit peu de recul sur le sujet, si vous voulez. C'est pas un système que j'ai créé, hier, quoi. Non, c'est un truc que j'utilise au quotidien depuis 6 ans et qui me porte au quotidien, en fait. Je passe plus de temps dedans, mon système, que, dans un navigateur, par exemple. Super! Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes phases du système, une par une, en vous détaillant leurs usages et comment je fais pour qu'elles soient efficaces. Bon, alors la première phase de notre système, ça va être une phase de sélection de l'information. On pourrait la considérer comme une préphase ou une métaphase, tellement elle va être importante pour les autres étapes de notre système. L'objectif de cette dernière, ça va être de devenir un athlète intellectuel, un sportif de haut niveau des connaissances. Pourquoi est-ce que je prends cette analogie? Eh bien, parce que on sait ô combien il est important pour les sportifs d'être extrêmement rigoureux dans leur alimentation, dans les aliments qu'ils choisissent. Si un sportif de haut niveau veut battre ses performances, mais en même temps qu'il va au fast-food 3 fois par semaine ou même 4 fois par semaine, je peux vous dire qu'il va jamais réussir à dépasser ses performances, et je le sais pour être danseur professionnel. Et ben c'est pareil pour nous, les travailleurs de la connaissance, en tout cas personnes en globalement qui veulent s'améliorer, et s'auto-amplifier grâce à l'apprentissage, la connaissance. Si on passe notre vie à consommer des contenus que j'appelle fast-food, des contenus à temps court, et ben, on va polluer notre corps, notre cerveau, notre système avec des contenus qui ne nous apportent pas de valeur et qui globalement vont jamais nous permettre d'évoluer intellectuellement. Mais alors justement, qu'est-ce que j'appelle les contenus fast-food? Et c'est quoi à l'inverse, en fait, les bons contenus qu'on peut consommer? Et ben, ça va être tout l'enjeu justement de cette première phase. Mais j'ai plusieurs outils que j'utilise pour cette première phase. Le premier, c'est le filtre temps long, temps court qui est combiné avec ce qu'on appelle l'effet Lindy. Donc, il y a des contenus qui sont des contenus de flux. C'est-à-dire que je vais les lire aujourd'hui, ils vont m'apporter de la dopamine sur le moment, précis parce que waouh, ça m'apporte soit une actualité, soit ça me fait un petit coup de dopamine parce que ça me conforme dans une croyance ou autre. OK, je suis très content de l'avoir lu. Cependant, dans 2 mois, je m'en souviendrai plus, et surtout que dans 2 mois, le truc aura probablement expiré. Par exemple, si je lis des informations en continu sur la technologie, les nouvelles sorties de trucs et cetera, dans 2 mois, c'est dépassé, il y a eu d'autres news qui sont arrivées, finalement, je peux pas capitaliser sur ces connaissances-là. C'est des connaissances de flux, mais je peux pas faire d'intérêt composé là-dessus, si vous voulez. À l'inverse, on a les connaissances qui sont plutôt là dans un temps long. Par exemple, ça va être, si on reprend l'exemple de la technologie, des livres sur, comment est composée une blockchain, ou des livres sur les systèmes de programmation orientés objet, ou des livres sur, je sais pas, le l'écosystème, réseau, dans, la Manche, par exemple. Ou encore, si vous voulez des vidéos, ça peut être des vidéos ou des podcasts sur, l'impact géopolitique, de l'avènement, des technologies de diffusion comme l'IA. Bon, voilà, OK. Ça, c'est que des contenus en temps long qui vont nous permettre d'améliorer notre capital intellectuel et petit à petit de capitaliser sur un apprentissage toujours plus grand. Bon, voilà, ça va être ça les deux types de contenus, temps court et temps long. Le truc avec ce framework-là, c'est simplement qu'il faut être conscient de ce qu'on veut faire, en fait, dans notre consommation de contenu, de quel est notre objectif. Bah oui, parce que moi, sans m'en rendre compte, si je suis pas intentionnel sur, ma consommation de contenu, je sais que je vais être attiré peut-être vers, 80 voire 90 de temps court.
Dans ma tête, j'ai l'impression d'être à 60-40 peut-être, mais dans les faits, dans mon temps d'écran sur mon ordinateur, je sais que le soir, je rentre, je suis fatigué, j'ai fait une journée de danse, j'ai fait un spectacle, j'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre sur les réseaux sociaux et de consommer du contenu temps court qui va m'apporter de la dopamine comme ça très rapidement. Bon, bah, c'est un fait, c'est ça qui est ça actu c'est ce qui est actuellement. Cependant, l'idée avec cette phase, ça va être de reprendre le contrôle intentionnellement sur les contenus qu'on veut consommer, pour que ça nous emmène vers nos objectifs long terme et donc peut-être de venir se dire: «Tiens, et si je mettais, 70 de temps long et seulement 30 de temps court dans mon quotidien?» Il y a une autre astuce qui est extrêmement, pertinente pour cette phase de sélection, ça va être le fait de sortir des algorithmes toxiques en prenant votre propre flux d'actualité personnalisé. Donc si vous n'avez pas vu ce documentaire, je vous invite vraiment à le voir, ça s'appelle «Derrière, nos écrans de fumée». Ça nous apprend comment, en fait, on peut se faire entièrement, biaiser, dans des mondes virtuels, des chambres, d'écho, si on veut, sur internet à cause des algorithmes. Pourquoi? Parce que les algorithmes, leur but, c'est de nous garder sur leur plateforme et donc ils vont nous montrer que des contenus qui vont dans notre sens et donc qui, hem bah, vont dans le sens de toutes les croyances qu'on a déjà et donc ils vont faire appel à notre biais de confirmation. Donc si on croit que la Terre est plate, l'algorithme va nous montrer que des contenus sur la Terre qui est plate, va nous renforcer dans cette croyance-là petit à petit, nous mettre dans une bulle en fait, une chambre d'écho, à part et va nous faire, nous enfoncer là-dedans. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être des en tout cas moi, j'aspire à ça, être un penseur, global, qui veut une vue systémique sur le monde, qui voit les différentes perspectives, qui est capable de les comprendre, les comparer et pas une personne qui se fait débiliser par des algorithmes qui veulent simplement lui montrer des pubs et qui soit le plus réceptif possible pour voir des pubs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Et ben, en termes d'outils, on crée son propre flux d'actualité personnalisé. Moi, c'est un des trucs qui honnêtement m'a apporté le plus de valeur ces derniers temps, ces dernières années. Ça a été de me dire: «C'est quoi tous les blogs que j'aime au quotidien?» Bah, voilà, il y a des blogs, par exemple les conférences TED, il y a Neslab, The Intercept, Simply Psychology, Rebound Farm Studio qui est vraiment, vraiment, top comme blog. Bref, il y a pas mal de blogs comme ça que j'aime. Et donc je me suis dit: «OK, je vais prendre tous ces blogs que j'aime et je vais, les agréger dans ce qu'on appelle un RSS Reader». Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est extrêmement simple en réalité. On clique ici sur «Subscribe to RSS feed», on met le site qu'on aime et qu'on veut, lire au quotidien. On rentre son adresse et ensuite ce qui se passe, c'est que dès que ce site ou cette chaîne YouTube ou ce compte Twitter, peu importe, publie un contenu, il va être répertorié directement dans mon propre flux d'actualité personnalisé que j'ai juste ici. C'est extraordinaire parce que on a toujours des moments dans la journée où, l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux veut, on a envie de sortir son téléphone et de scroller à travers des contenus. Sauf que là, au lieu de le faire sur Instagram ou de le faire sur YouTube, dans des choses qui sont pas bonnes pour vous, vous allez le faire dans votre propre flux d'actualité personnalisé, qui va vous apprendre et vous, éveiller sur des choses intéressantes. Moi, l'application que j'utilise pour faire ça, elle s'appelle readwise.io et plus particulièrement la fonction Reader de Readwise, si vous voulez la mettre en place. Ce logiciel-là est payant et j'accepte de le payer parce qu'il est extraordinaire. C'est le logiciel le plus fini sur le marché et pas que pour cette fonction de reader, mais plus particulièrement sur la fonction qui vient après, qui est la fonction de lecteur de lecteur si on veut. Dans le sens où je peux surligner des passages de mon texte, ajouter des notes sur ces derniers. Je peux ajouter des tags et dès que je surligne, dès que je prends des notes, c'est directement envoyé vers mon logiciel de prise de notes automatiquement. Je peux aussi poser des questions au document avec l'IA si j'ai envie. Par exemple, je peux lui demander de me résumer ce document juste ici. Et puis je peux aussi il y a d'autres fonctions, par exemple, si j'ai des vidéos, vous voyez, ça vient de me résumer juste ici. Et je peux aussi, si je veux, par exemple, si j'ai des vidéos, je peux, tout simplement les regarder et prendre des notes directement en texte sur la transcription en dessous. Donc pour moi, il y a tellement d'avantages à ce logiciel, il m'apporte tellement de valeur ajoutée que je suis OK de payer les 5 € ou 10 € par mois, je sais plus, de ce logiciel. Si vous voulez en revanche d'autres logiciels de ce type, qui sont pas Readwise, donc qui sont pas, propriétaires et ou payants, il y en a énormément, mais le principal, c'est Omnivore. Omnivore, c'est un super logiciel qui est open source pour le coup, donc vous pouvez même l'héberger sur votre propre serveur si vous êtes dans ces délires-là et hem et donc c'est pareil, ça va combiner les 2 fonctions de Readwise Reader. La seconde que je vais vous présenter dans un instant, qui est donc à la fois de mettre tous vos flux RSS et vos newsletters dans un seul endroit, exactement la fonction que je viens de vous montrer ici, mais également d'avoir un, Save it now, read later, c'est-à-dire sur n'importe quel article
sur lequel vous êtes sur internet, vous pouvez simplement cliquer sur un petit bouton sur votre écran en haut ici et ça va directement l'ajouter à votre bibliothèque de choses à lire plus tard. Donc là, par exemple, je viens de cliquer et dans Readwise, ça vient de s'ajouter juste ici à ma à la liste des articles à lire plus tard si on veut. Et donc Omnivore, ça fait exactement pareil et ça a également un super lecteur qui fait la même chose et ça peut également le synchroniser avec votre, système. Donc ça fait plus ou moins les mêmes fonctions, sauf que c'est open source et gratuit. Donc si vous êtes dans ce délire, vous pouvez très bien aller sur Omnivore. Readwise Reader est mieux fini et intègre mieux l'IA, donc moi je préfère en l'occurrence, cette fonction-là. Parenthèse fermée. Donc voilà, je pense disons les 2 conseils principaux de cette phase de sélection. Ça va être un de définir intentionnellement votre stratégie d'acquisition des connaissances. Donc en gros, faire un graphe ou faire simplement une petite note, vous allez vous dire: «Tiens, c'est quoi mes objectifs en termes de consommation de contenu?» Donc il va peut-être y avoir, je sais pas 80 de temps long et ensuite 20 de temps court et dans ces 20 de temps court, je suis OK, de mettre par exemple, là-dedans 80 de YouTube parce que c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir, et peut-être 20 de podcast quand je suis, en voiture. Et ensuite sinon dans le reste, je sais pas, je veux lire globalement au total, peut-être 60 de livres dans toute ma consommation de contenu et 20 de podcasts et d'articles, plutôt sur le temps long. Donc voilà, je pense la 1re astuce et la seconde astuce pour mieux sélectionner ses contenus et globalement devenir un sportif de haut niveau des connaissances, ça va être d'utiliser un flux d'actualité personnalisé pour ne pas se faire happer par les algorithmes de recommandation qui veulent littéralement simplement vous mettre, hem, j'allais vous dire je vais le dire quand même, de la merde dans le cerveau, voilà. OK, super, on a fini la phase de sélection. Je vous propose maintenant de passer à la seconde phase du système qui est la phase de capture. Je tiens à vous préciser que cette vidéo va être très longue, donc si vous voulez faire une pause ou y revenir plus tard, n'hésitez pas à le faire aussi. La seconde phase de système, ça va être une phase de capture de l'information. L'objectif de cette phase, ça va être de vous créer un second cerveau numérique qui centralise tout ce que vous avez jamais pensé, lu, vu ou entendu, et surtout qui a résonné avec vous en votre fort intérieur au moment où vous avez rencontré ce concept ou cette idée ou cette discussion qui a résonné avec vous, justement. L'objectif de ça, ça va être de décharger un système externe, votre second cerveau, la charge de se souvenir de, tous les détails, de toutes les de t ouais, de tous les détails, de tous les concepts qui vous parviennent. Parce que vous savez que dans tous les cas, votre premier cerveau, il va oublier, si vous sauvegardez pas, quelque part dans un système externe, votre premier cerveau, lui, il va oublier au bout d'un, 2, 3 mois, le truc qui a résonné avec vous et dont vous vouliez vous souvenir. Et c'est super dommage parce qu'en permanence, vous êtes en train de recommencer de zéro quasiment, votre apprentissage, votre capitalisation sur vos connaissances et ainsi de suite. Or là, le fait de tout stocker à un système externe, ça va vous permettre ensuite d'avoir comme moi une base de notes extraordinaire qui ensuite vous permet de bien réfléchir. Par exemple, là, j'ai toutes mes notes que j'ai stockées, sur des livres principalement depuis pas mal de temps et c'est génial parce que du coup, ça me permet de réfléchir à des choses super complexes, des choses super intéressantes parce que justement j'ai fait l'effort de stocker d'une manière, très, très puissante et pertinente, heu, toutes mes expériences et toutes mes notes que j'ai fait depuis je sais pas 6 ans, quoi. Et donc le fait d'avoir fait ça, c'est-à-dire d'avoir capturé pendant des années toutes les choses qui résonnaient avec moi dans ma vie, ça me permet aujourd'hui d'avoir un énorme amas de matière qui est stocké de manière fiable dans un système, auquel je fais confiance et donc qui me permet d'utiliser mon premier cerveau, non pas comme un truc qui doit se souvenir nécessairement de toutes les connaissances que je consomme, mais bien qui est là en tant que rôle de créatif, de créateur qui va, créer des choses à partir de tout ce que j'ai capturé dans le passé. Et donc comment on fait ça? Eh bien, il faut absolument que vous créiez des bons systèmes de capture qui soient sans friction et qui soient parfaitement définis de manière claire pour chaque type de contenu et dans chaque, contexte dans lequel vous pourriez vous trouver. Je m'explique. Si vous n'avez pas de bon processus de capture sans friction, alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. Par exemple, si pendant une discussion, vous avez aucune manière simple et fiable de sauvegarder une pensée que vous avez. Alors ce qui va se passer, c'est que petit à petit, toutes les idées que vous avez eues dans votre journée avec des discussions, comme vous les avez pas notées, vous allez pas les retrouver dans votre système. Donc vous allez vous dire: «Ah purée, ce système est pas fiable». Vous allez passer à côté de plein d'idées qui sont géniales et donc petit à petit, vous allez délaisser votre système parce qu'il prend pas en compte toutes les variables et qu'il se souvient pas de toutes les choses qui ont résonné avec vous dans votre journée.
Si, quand vous avez des idées dans la rue, pour vous, c'est plus rapide de les noter sur votre carnet et pas dans votre système, ça fait que dans votre système, vous allez pas avoir il va pas être exhaustif. Il va pas contenir toutes vos idées, toutes les choses qui sont pertinentes pour vous, qui ont résonné avec vous. Et donc petit à petit, vous allez plus lui faire confiance, vous allez le délaisser et donc c'est un système qui va jamais marcher. Non, pour qu'un système marche, il faut qu'il soit relativement exhaustif et pour qu'il soit exhaustif, il faut que vous ayez des bons processus de capture dans toutes les situations. Et moi, justement, c'est ce que j'ai designé dans ma méthode Atomic Knowledge, c'est des processus de capture qui sont parfaits. Par exemple, je suis dans la rue, je peux simplement envoyer une note vocale à un assistant Telegram qui va ensuite le résumer grâce à l'IA et l'ajouter à mon système de prise de notes. Si je suis, en train d'avoir une discussion, je peux utiliser le même système, mais j'ai un autre système qui va me permettre, de prendre une note et que ça soit envoyé à mon interlocuteur et en même temps à, mon système de prise de notes. Comme ça lui envoie un résumé en même temps de notre discussion. Quand je lis un livre numérique, je l'ai sur Kindle et ensuite je synchronise avec un logiciel qui s'appelle, Readwise, qu'on voit juste ici, qui est le même que celui que je vous ai présenté avant, qui va synchroniser entre mon Kindle et mon logiciel de prise de notes Obsidian, tous mes surlignages. Si je lis des PDF, des vidéos, des podcasts, des articles sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, alors je vais utiliser Readwise Reader qui, comme je vous l'ai déjà dit, dès que je surligne un truc, va l'envoyer dans mon système de prise de notes. Donc, pour faire un petit résumé, pour chaque type de contenu que j'ai et dans chaque contexte dans lequel je pourrais consommer ces types de contenus, je vais avoir un processus de capture très clairement défini et surtout sans friction, qui va me permettre de capturer de manière extrêmement efficiente mon contenu vers mon second cerveau. Donc voilà les choses que je peux vous conseiller. Ça peut être Readwise Reader pour tout ce qui est articles et autres. Ensuite, vous pouvez faire des automatisations Telegram ou simplement ouvrir une note quotidienne ou une note hebdo. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Ouvrez une note quotidienne et dès que vous avez une idée qui vous vient pendant la journée ou pendant une semaine globalement, vous pouvez le noter dans votre note quotidienne et dans votre routine hebdo, ensuite vous retriez le contenu de cette note quotidienne ou de cette note hebdo dans, les notes appropriées pour mieux ranger l'information derrière. Mais au moins vous avez un endroit où capturer rapidement les informations et quand vous lisez un livre papier, moi globalement ce que je fais quand je lis un livre papier, c'est juste qu'à la fin de chaque chapitre, je ferme le livre et je me demande: «Quels sont les concepts intéressants que j'ai retenus dans ce chapitre?» Et là, je vais souvent faire une note vocale, qui va ensuite être transcrite en note de livre, dans une note, dans mon logiciel Obsidian directement. Et donc tous ces processus de capture-là, pour moi, c'est ceux qui sont les plus sans friction et donc qui me permettent d'être sûr à 100 que toutes les informations qui résonnent avec moi, que je pense, que je lis, que j'entends ou autre, ça va être enregistré dans mon second cerveau. Et ça, c'est la phase de capture. Hem L'idée, c'est d'en faire, non plus une contrainte de la prise de notes, donc comme en cours de français, comme on était habitué à gratter du papier comme ça, mais bien une habitude et que ça devienne sans friction parce qu'on a fractalisé, la prise de notes, que c'est simplement devenu des petits processus de capture, un bouton par-ci, un processus par-là, qui vous permettent de capturer de l'information de manière super efficiente. Passons à la troisième phase de notre système, qui est la phase d'organisation. Moi, je vous propose de vous organiser, avec ce qu'on appelle, ce que j'appelle plutôt le système PCR. Le système PCR, il est là pour projet, casquette et ressources. Ce qui se passe avec les systèmes de tri classiques, c'est qu'on essaye de trier par thématique. Donc par exemple, si je prends en vidéo ma fille qui danse, alors dans ce cas-là, cette vidéo, je pourrais la sauvegarder dans plusieurs dossiers. Je pourrais la sauvegarder dans mon dossier danse. Je pourrais la sauvegarder dans mon dossier, ma fille. Je pourrais le sauvegarder dans mon dossier, je sais pas, novembre 2024. Je pourrais la sauvegarder dans mon dossier activité sportive ou film de danse ou représentation. Il y a un milliard de dossiers auxquels ça pourrait correspondre et ça, c'est vraiment pas un système de tri qui est utile parce que ça fait en sorte qu'on va jamais retrouver les informations qu'on stocke et si vous rangez vos informations comme ça par thématique, vous le savez, vous galérez et vous avez l'impression de jamais avoir de clarté dans où est-ce que vous rangez vos informations. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre en place un nouveau système de, tri des informations au global et des notes plus particulièrement, qui est celui du PCR que je vais vous présenter maintenant. Donc le PCR, en fait, il répond à un algorithme qui est assez simple. Donc la première question qu'on va se poser, c'est: «Est-ce que la cette note ou ce contenu que je vais enregistrer dans mon système est permanent?» Dans mon système, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours avoir une différence entre les contenus du temps long et les contenus du temps court. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut qu'on puisse sauvegarder des notes sur nos projets actuels, sur, par exemple, cette réunion qu'on a faite avec notre équipe qui est pertinente pour, avancer plus rapidement sur un projet. Bah, oui, il faut bien que je puisse le sauvegarder dans mon système de prise de notes, j'ai pas le choix. Par contre, est-ce que j'ai envie que
dans 10 ans, quand je tape, le nom, je sais pas, technologie dans mon système, je retombe sur cette note de réunion? Bah non, pas forcément. En vrai, j'ai pas trop envie de retomber sur cette note, ça va justement créer du bruit et pas du signal. Et dans 10 ans, dans 20 ans, quand j'aurai 10 000 notes dans mon système, que j'aurai lu des centaines de livres et tout résumé dans mon système, je veux évidemment pas retomber sur cette note qui n'est pas permanente. Donc le premier filtre que je vais me poser, c que je vais me voilà, ouais, que je vais me poser, ouais, c'est ça. C'est: est-ce que cette note, ce truc que je veux stocker, c'est permanent? Est-ce que dans 5 ans, cette connaissance sera toujours utile et valable? Par exemple, si c'est une liste des meilleurs micros en 2024, non, ça ne l'est pas. Du coup, ça va plutôt aller dans cette branche-là de l'arbre de décision. Par contre, si oui, si par exemple c'est plutôt un truc sur les différents types de micros et comment fonctionne, le fonctionnement d'un micro, alors est-ce que c'est permanent? Oui, parce que dans 5 ans, ce sera toujours valable, en gros. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se demander, du coup, si c'est permanent, est-ce que c'est une note? Sinon, je vais l'enregistrer dans un dossier ressources, qui est un dossier dans lequel je stocke, bah, tout ce qui est PDF, images, vidéos, de choses qui sont permanentes, que je voudrais retrouver plus tard donc, mais qui sont pas forcément, mais qui sont pas forcément des notes. Et si c'est une note, alors oui, ça va aller dans ce que j'appelle le garden et je vous le présenterai dans un instant. Sinon par contre, si c'était pas permanent, si c'était par exemple la liste des meilleurs micros en 2024, alors je vais me poser cette série de questions-là, qui va me permettre non plus de trier par, thématique, mais bien par utilité. C'est quoi la différence? Bah, thématique, c'est simplement: «Tiens, à quel thème ça correspond le mieux?» et utilité, c'est: «Dans quel contexte est-ce que j'aimerais retomber sur cette note? Quand est-ce que cette note va m'être utile?» Et donc je vais d'abord me demander: «Est-ce que ça me fait avancer sur un de mes projets en cours?» Oui, non. Si c'est oui, je l'enregistre dans mes dossiers projets. Un projet, c'est quoi? C'est un projet qui a un début et une fin claire. Par exemple, c'est: je veux sortir mon nouveau livre. Début, fin claire. Fin claire, c'est: j'ai publié mon livre. À côté de ça, on va avoir la deuxième catégorie qui est une casquette. Une casquette, c'est un truc qui a pas vraiment de fin. Par exemple, j'ai un business, bah, j'ai pas prévu de l'arrêter de sitôt, donc c'est une casquette, c'est une responsabilité. Je sais pas, j'ai, une fille, bon, bah, OK, c'est une casquette. Je peux pas vraiment arrêter ce truc-là. J'ai, un travail, des études, j'ai de l'administratif dans ma vie, bon, bah, ça, c'est des casquettes. C'est des grandes aires de responsabilité de votre vie qui durent longtemps. Donc, est-ce qu'ensuite, si ça me fait pas avancer sur un projet, c'est relatif à une de mes casquettes? Oui, non. Si oui, alors j'enregistre dans mon dossier casquette. Sinon, je passe à la suite. Est-ce que je me resservirai peut-être un jour plus tard? Oui, non. Ressources. Et donc ressources, c'est des notes et fichiers intéressants mais non permanents, à trier dans la bonne ressource. Et ensuite, est-ce que, et donc si je me resservirai pas plus tard et que ça m'aide pas actuellement dans un de mes projets ou que c'est pas relatif à une de mes casquettes, alors je vais le mettre simplement dans une archive. Concrètement, dans mon système, si on va le voir juste ici, ça donne un truc comme ça. Donc j'ai effectivement, comme vous pouvez le voir, mon inbox, qui est l'endroit où atterrissent, les notes avant que je les traite, par exemple dans les trucs de quick capture ou autre. Ensuite, j'ai mes projets, avec tous mes projets actuels. Donc j'ai mon incubateur de projets et le livre que je suis actuellement en train d'écrire. Moi, j'ai un double système, c'est un peu bizarre, mais en réalité, la plupart de mes projets sont juste ici. Hem, voilà, mais c'est la même chose, c'est mon dossier projet. Donc c'est des choses qui ont une date de fin. Par exemple, on va lancer un festival, date de fin. On va faire un event en janvier, il y a une date de fin. On va faire, une hike en Scotland, il y a une date de fin. Bon, OK, très bien. Ensuite, on a les casquettes. Donc casquettes, c'est tout ce qui est les grandes aires de responsabilité. Donc en l'occurrence là, mon administratif, des assets dont j'ai besoin pour dans ma vie en général, mes notes de coaching, tout ce qui est danse, bah, je suis danseur donc c'est important que j'ai mes notes de danse ici, mes idées de chorégraphie et autres. J'ai tout ce qui est investissement. Moi je m'organise par life phases. Si vous voulez voir un contenu là-dessus, vous pouvez aller voir Atomic Timing, qui est une autre, méthode que j'ai d'organisation. Donc je m'organise par phase de vie au lieu de plan trimestriel ou autre, c'est là-dedans aussi. Donc c'est mon organisation et cetera. J'ai un lieu dans le sud de l'Aveyron, pareil, c'est ici. Bon voilà, vous avez compris, c'est des grandes aires de responsabilité que je suis pas prêt d'abandonner. J'ai mon garden ici, avec toutes mes notes. Donc voilà, là, il y a toutes mes notes que j'ai prises depuis plus de 5-6 ans. Chaque note, bah, elle est pas mal. Elle contient pour le coup des connaissances qui sont permanentes. Donc le garden, c'est vraiment le truc que je veux chouchouter, qui dans 10, 15, 20 ans contiendra peut-être 10 000, 20 000 notes qui seront ultra pertinentes, qui contiendront l'essence, l'or pur de tout ce que je de toute mon expérience intellectuelle. Tools, bon ça c'est un dossier dont j'ai pas parlé, mais c'est simplement là-dedans où je mets mes petits modèles, mes pièces jointes et autres. Et ensuite ressources, donc là vous l'avez vu, c'est tout ce qui est, des choses qui sont pas forcément permanentes, mais que je veux quand même, enregistrer ici.
Et puis après archive, c'est que tout ce qui est, en fait, des anciens projets. Dès que je finis un projet, je l'archive, et dès qu'ensuite j'ai un truc directement à archiver, je l'archive, là-dedans. Voilà pour le système, PCR. En réalité, plutôt le système PCR, PCR AG, si on veut, avec le Garden et l'archive, en plus. Voilà pour la partie organisation. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est, de renverser le système de tri, plutôt que de le faire par thématique, le faire par utilité. Et ensuite de pouvoir mieux organiser nos notes, tout en stockant, l'essence intellectuelle, le nectar de notre savoir dans ce qu'on appelle un garden, qui va nous permettre de justement cultiver à la manière d'un jardinier, les meilleures graines, pour notre, savoir. Peut-être je fais une dernière aparté sur, le système, de tri par utilité, par exemple pour les projets. Ce qui est génial avec ce système, c'est que on peut commencer à travailler avec ce qu'on appelle le slow burn. C'est-à-dire que dans mon incubateur de projets ici, j'ai pas mal de projets que j'ai envie de faire, que je ferai probablement dans, 5, 10, 20 ans. Cependant, je me suis quand même permis d'ouvrir tous mes projets en attente ici dans ce que j'appelle mon incubateur personnel. Par exemple, ici, j'ai un truc qui s'appelle Atomic Warehouse, qui serait bah, voilà, un hangar créatif, en banlieue d'une ville où, c'est un truc multiculturel avec de la danse, de l'entrepreneuriat et autres. Et le truc, c'est que comme je capture au quotidien, vous l'avez compris, je capture absolument tout ce qui résonne avec moi au quotidien et qu'ensuite je l'organise, ces connaissances, avec ce système PCR, et bah, assez régulièrement, je suis dans la rue, par exemple, je suis en train de visiter un coffee shop et je me dis: «Tiens, ce vase est très beau, j'ai envie de le mettre j'ai envie de le capturer». Donc je le capture et ensuite je me demande: «Tiens, est-ce que ça me fait avancer dans un de mes projets?» Mais oui, ça me fait avancer dans mon projet Atomic Warehouse, par exemple. Et donc je vais venir ranger dans ce truc inspiration Atomic Warehouse, je vais venir mettre l'image de mon vase. Ensuite, plus tard, je vais parler à un ami de lieux créatifs et il va me donner une idée. Il va me dire, par exemple, en fait, ce qui génère la valeur dans un lieu créatif, c'est pas les événements, mais c'est les événements, implicites, blablabla, ceci, cela. Wow, c'est une idée géniale! Tiens, je vais le stocker dans mon système, je vais repasser par mon processus de décision. Est-ce que ça me fait avancer sur un de mes projets? Oui. Alors je vais le ranger dans mon projet ici, Atomic Warehouse, et donc du coup, bam, j'ai une nouvelle idée sur comment organiser mes événements. Non plus des événements, explicites, mais des événements implicites ou spontanés. Waouh, c'est génial! Et ce que ça fait en fait ce truc-là de capturer des milliers d'inspirations sur tous mes projets, ça fait qu'au moment de réaliser le projet, et ben, en fait, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche dans mon processus créatif. Si vous voulez le processus créatif, on sait tous, il se passe en 2 phases. Il y a une phase de divergence, est-ce que j'ai l'image ici? Non. Il y a une phase de divergence, puis une phase de convergence. Ça nous permet là, le fait de capturer tous les choses qui résonnent avec nous et ensuite de les enregistrer par projet. Ça nous permet d'étendre au maximum la phase de divergence, qu'elle dure peut-être, 5, 10, 15 ans, sur ce projet Atomic Warehouse par exemple. Et ensuite qu'au moment de réaliser mon projet, je commence par l'abondance d'idées et que j'ai simplement à faire des choix. Et donc je passe en phase de convergence, je fais des choix sur toutes les inspirations que j'ai sauvegardées en amont et donc je vais beaucoup plus vite dans une exécution de projet qui est bien plus mature et qui est bien plus riche en termes créatifs. Et c'est ça vraiment l'avantage de ce système, trié par utilité et non plus par thématique. La quatrième phase de notre système, c'est la phase de maturation. C'est peut-être la phase la plus intéressante de tout le système, parce que c'est dans cette dernière que vous allez réellement pouvoir gagner en profondeur intellectuelle et que de nouvelles idées vont émerger. Donc là, actuellement, à ce stade-là du processus, vous vous retrouvez avec des notes relativement brutes que vous avez prises un peu à droite à gauche. Ces notes-là, un peu brutes, on va les appeler soit notes littéraires, soit notes instantanées dans notre, jargon à nous, disons. Les notes instantanées, ça va être des notes qu'on a eues, simplement en marchant dans la rue, c'est la petite ampoule là, soit des notes qu'on a eues en parlant, ça c'est un Pac-Man qui parle, c'est censé être vous. C'est des notes qu'on va prendre, voilà, parce qu'on a des idées qui nous arrivent. Donc ces notes-là, elles peuvent être par exemple par rapport à des projets au cours des réunions ou autres, ou ça peut être des notes qui correspondent à des idées. OK. À côté de ça, on va avoir toute notre stratégie d'acquisition des connaissances qui va nous apporter des notes dites littéraires. Les notes littéraires, c'est les notes entre guillemets «pas terribles», sur lesquels on tape depuis le début de cette masterclass en disant, «Oui, quand tu prends des notes sur, un livre et que tu les stockes dans, une note brute avec toutes tes impressions sur ce livre et qu'ensuite tu ranges cette note dans ton dossier notes de livre, tu vas jamais le relire, tu vas oublier que quelle information il y a dedans, donc tu vas jamais relire cette note et finalement elle va pas t'apporter de valeur, tu vas même l'oublier qu'elle existe tout court». Voilà.
Cependant, là, la réalité des faits, c'est que après les étapes qu'on a déjà parcourues, capture, organisation, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des notes littéraires. Une note littéraire, pour vous montrer un exemple un peu de ce que ça peut être par exemple pour un livre, si je prends, ce livre-là, un ensemble de highlights, donc pas mal de surlignages comme ça que j'ai fait dans mon livre Kindle, si j'ai pris ma note sur Kindle. Mais ça peut aussi être, si j'ai pris des notes, à la volée dans une conférence, une page avec plein de notes sur une conférence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une note littéraire, qui nous vient juste après avoir lu un livre. Une note brute, si on voulait, une note non process, si on veut. Ça s'appelle littéraire parce que dans la méthode Zettelkasten, dont je vais vous parler dans un instant, c'est comme ça que ça s'appelle. Justement, rendons à César ce qui est à César. La plupart des choses dont je vais vous parler maintenant, ça vient en réalité d'une méthode de prise de notes qui s'appelle la méthode Zettelkasten, qui a été inventée par un mec qui s'appelle Niklas Luhmann en 2020, quand j'étais encore, on dirait vraiment que je suis un enfant sur cette photo. Je sais pas si vous avez l'impression que je suis encore un enfant, mais Hem, j'ai fait une vidéo sur ce gars et donc il s'appelle Niklas Luhmann, l'inventeur de cette méthode de prise de notes Zettelkasten et en gros, Zettelkasten, c'est quoi? C'est une méthode inventée par Niklas Luhmann, ce sociologue-là qu'on voyait dans la vidéo aussi et ce mec, il est assez fou parce qu'il a écrit dans sa carrière plus de, 70 livres et 400 articles scientifiques. Ce qui est absolument monstrueux, ça fait 2 articles par an, enfin, je connais quasiment personne au monde qui est aussi prolifique que ce type-là. Donc on peut vraiment le féliciter d'abord. Mais ensuite, quand on lui demandait pourquoi il était aussi prolifique, il répondait toujours à cause de grâce plutôt à son système de prise de notes. Et son système de prise de notes, là, on peut l'entrevoir ici ou encore ici dans son bureau. Ce système de prise de notes, il consiste simplement en la chose suivante. Dès que Niklas Luhmann prenait des notes sur un livre, une conférence ou autre, il le faisait passer par plusieurs étapes. Première étape, il faisait exactement comme nous, il prenait une note littéraire. Donc il prenait des notes à la volée comme ça quand il lisait, il annotait le livre, voilà, il prenait des notes, comme bon lui semblait. Et ensuite, il commençait à vouloir créer ce qu'il appelle lui des notes permanentes et ce qu'on va appeler nous aussi des notes permanentes. Dites-vous que les notes permanentes, c'est notre objectif final, du système de prise de notes. Plus on a de notes permanentes, plus notre système aura de la valeur, OK? Et les notes permanentes, c'est quoi? Et bah, c'est des notes qui répondent aux critères suivants. 1 chose, le truc, c'est que ça doit être une note est égale à un concept. Comme on peut le voir là sur chaque carte papier qu'il avait lui, parce que lui en gros il écrivait sur des cartes papier et ensuite il stockait ça dans des boîtes à chaussures. Mais nous on va évidemment le faire dans un format numérique. Mais l'idée des petites cartes ici, c'était de dire une note est égale à un concept. Dans le concept, il est reformulé en nos propres mots et ensuite, on peut avoir la référence ou la citation de laquelle est tirée la note permanente ou le concept qu'on a résumé dans cette note permanente là. Et ensuite, lui, comme c'était un format papier et que c'était à l'époque, il archivait son système de cette manière-là en mettant, 1A, 1AB, 1A, 1A1 et ainsi de suite. Donc nous, vous inquiétez pas, on n'a plus besoin de s'embêter avec les chiffres, qui sont là. Mais lui, ça lui permettait de faire des interconnexions entre ses notes. Par exemple, de dire: «Oh tiens, cette idée E là, elle me fait penser à l'idée 1-1 qui est juste ici, qui me fait penser à l'idée 1-1-2 qui me fait penser à l'idée 1-9» et ainsi de suite. Ce qui lui permettait en fait de faire des liens extrêmement intelligents entre ses notes et il avait donc un index sur lequel il pouvait savoir où étaient ses notes et les gros sujets étaient répertoriés en fonction de 1, 2, 3. Bref, on s'en fout complètement. Si vous voulez connaître un peu comment c'était fait, vous pouvez lire, dans la page Wikipédia, c'est assez bien expliqué ou dans ma vidéo YouTube. Mais nous, du coup, bon bref, on va pas s'intéresser trop longtemps à lui non plus, parce que ça, c'était à l'ancien temps. Nous, maintenant, on veut un truc qui est adapté à notre, monde moderne. L'idée principale de Niklas Luhmann, qu'il faut qu'on utilise nous, pour gagner en profondeur intellectuelle et réussir à être aussi prolifique que lui, c'est l'idée principale qu'il a avancée, qui était que il faut qu'on arrive à la fin à construire des petites notes atomiques, des notes permanentes. Donc, on va prendre donc nos notes littéraires, nous, des notes qui ressemblent donc à ça, avec plein de surlignages et cetera et on va les transformer en des notes permanentes. Pour vous donner un exemple, hem si je prends par exemple ce livre-là, voilà, c'est un bon exemple. Là, ici, on a tous les surlignages qui sont mis bruts, c'est la note littéraire que j'ai tirée de ce livre. Là, en l'occurrence, elle fait 29 000 mots parce que c'est un livre énorme que j'ai adoré, mais logiquement, on prend beaucoup moins de notes que ça. Là, j'ai quasiment surligné tout le livre. Bref, on a notre note littéraire qu'on a ici. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je déconstruis cette note en plein de concepts. Donc vous voyez là, comment dire? Petit contexte là qu'on voit là, c'est une note à part entière. Quand je clique dessus, bam, je peux ouvrir cette note en tant que telle et c'est une note qui est égale à un concept. Si on analyse cette note, on voit qu'il y a le titre
qui décrit la note. Ici, on a des métadonnées qui ajoutent du contexte sur la note. Donc, map of content, c'est juste, l'histoire de dire c'est à quel thème que ça correspond. Ah et ensuite je peux organiser mes connaissances dans chacune des notes, de thème. Mais voilà, globalement, map of content, on peut le remplacer par juste thème. Author, donc l'auteur, date et source, avec le lien vers la note d'origine. Donc voilà, c'est juste des métadonnées pour ajouter du contexte, pour pas que cette note soit isolée. Et ensuite ici, on a effectivement la structure de Niklas Luhmann avec la citation de base et ensuite ma reformulation, dans, mes propres mots qui est faite juste au-dessus là de cette référence. Voilà, ça c'est une note permanente et donc du coup, nous dans notre travail, on va passer par une phase de déconstruction et c'est justement ça que j'appelle la phase de maturation là dans le système, qui va consister à prendre nos notes littéraires, des notes brutes sur du contenu et à venir se poser la question: «Quels sont les concepts intéressants que j'ai appris de ce livre, de cette vidéo, de ce contenu?» pour venir identifier chaque concept individuel et le déconstruire pour en faire des notes permanentes. Une fois qu'on a nos notes permanentes, c'est absolument génial. Parce que c'est là qu'on va pouvoir commencer à reconnecter les notes entre elles. Et pour que ça marche, il faut qu'on respecte certains critères. Vous voyez, j'avais écrit un article dessus à l'époque, et c'est aussi dans mon livre, ce paragraphe, je pense. L'idée de la note permanente, c'est de sortir un concept de son contexte d'origine, de lui donner sa propre note, de le rendre indépendant, pour ensuite pouvoir l'assembler avec d'autres idées. Et j'avais mis un petit truc en dessous, c'est pourquoi en fait? Et bah parce que c'est comme ça que se forment les nouvelles idées en fait. Si on, par exemple, l'inventeur, enfin si on regarde ces trois éléments bruts, alors, on n'a pas vraiment d'idées qui émergent a priori là. On n'a pas trop de nouvelles idées. En revanche, si on prend chaque élément et qu'on le déconstruit en petites pièces. Par exemple, je vais déconstruire le principe de la selle, le principe du guidon, le principe du moteur, le principe, de flottaison, le principe, des chaînes. Je me dis: «Tiens, comment est-ce que je peux assembler tout ça?» et bam! Là, je peux enfin avoir l'idée de ce truc-là, le motoneige que je peux inventer parce que j'ai fait l'effort de déconstruire tous ces principes-là par le passé. Et nous, c'est exactement pareil. Si on sait juste qu'il y a tel livre qui existe, tel livre qui existe, tel livre qui existe, telle vidéo YouTube, a priori, il y a pas vraiment d'idée. Par contre, si on allait en profondeur dans tous les concepts de toutes ces vidéos, de tous ces livres, on peut commencer à les mettre en relation. Parce qu'on a une compréhension individuelle des concepts et donc on peut réassembler de nouvelles choses. Mais si on fait pas l'effort de revenir à l'endroit du du concept, ça va pas marcher. Et le Elliot prépubère de 12 ans, là, il nous le dit aussi. Il nous dit bien que si on veut réussir à construire quelque chose de nouveau, et bah, si on prend l'exemple des Lego, par exemple, si on prend ce château-là et qu'on prend, par exemple, toute une partie du château, on n'arrivera pas facilement à construire quelque chose de nouveau, une maison, par exemple. Non, il faut réussir à déconstruire en briques de connaissances de base tout ce qu'on avait empilé d'une certaine manière, pour ensuite le réempiler d'une nouvelle manière. C'est comme les Lego. Donc voilà, c'est pour ça qu'on assemble et aussi pour qu'il y ait de l'émergence. Parce que si on commence à tout compartimenter et à tout segmenter dans voilà ma note de livre, et cetera, il y a pas de connexion qui se fait. Alors que si chaque concept est librement, est libre dans mon système et flotte, et ben on voit qu'il y a des connexions qui peuvent se créer entre nos notes. Par exemple, ça c'est la vue graphique de mon système. Chaque point que vous voyez, c'est une note et chaque lien que vous voyez, c'est un lien logique entre deux idées. Et en vrai, un lien entre 2 idées, c'est plus ou moins une nouvelle idée. Donc si on va voir, je sais pas moi, ce qu'il pourrait y avoir, dans ce coin-là, le paradigme de la simplification, OK, c'est connecté à pas mal de notes. C'est connecté à l'erreur de narration, le problème avec l'hyperspécialisation. Je peux voir là, c'est l'IA qui analyse le contexte dans une base de données vectorielle de toutes mes notes. Ça me fait penser, dis donc, à ce truc d'Intégral Vision. Ah OK, le paradigme de la simplification peut être connecté avec ce livre sur Intégral Vision. Mais jamais, jamais dans ma tête, je me serais dit en lisant le livre Introduction à la pensée complexe, puis en lisant le livre Intégral Vision, que c'est 2 concepts qui peuvent être connectés et l'un qui peut être la solution à l'autre et peut-être après je peux aller me dire: «Tiens, dans Intégral Vision, on parle des lignes de développement, mais surtout de la spirale dynamique. Peut-être que la spirale dynamique, c'est un truc que je pourrais connecter avec le paradigme de la simplification. À quel point est-ce qu'on simplifie en fonction de son niveau sur la spirale dynamique?» et vous voyez que c'est comme ça que les idées émergent. Elles émergent parce que j'ai réussi à déconstruire et à diviser les connaissances en, briques de base. Et donc, comment faire une bonne note permanente? Je reviens à 4 niveaux de discussion en arrière, j'espère que c'est encore, suivable pour vous. Il faut qu'elle soit donc d'abord portable. C'est-à-dire qu'on puisse la réutiliser dans n'importe quel contexte. Derrière le concept que je suis en train d'apprendre dans un domaine particulier, par exemple, si j'apprends un truc sur, le 80-20 des investissements, en finance ou de la répartition des richesses, ah bah, voilà, c'est l'exemple que j'avais déjà donné. Et bah, est-ce que je peux pas prendre cette règle des 80-20 et l'appliquer à d'autres domaines? Et on s'est rendu compte que oui, et donc on peut en déduire une règle. Bref, ça doit être portable, donc indépendant du contexte d'origine. Ça doit être indépendant, donc chacune des notes doit être autosuffisante, elle doit pas, nécessiter de lire un livre entier pour la comprendre.
et elle doit être atomique, c'est-à-dire densément connectée. Et du coup, moi, j'ai une série de questions un peu que je peux me poser pour reconnecter la note à d'autres notes. Par exemple, est-ce que cette note explique une note qui est déjà dans mon système? Quelle idée contredit cette note? Pourquoi suis-je attiré par cette idée? Est-ce que cette idée pourrait changer? Voilà, des questions comme ça. Voilà, donc grâce et voilà, donc du coup, notre objectif dans le système, pour résumer un peu toute cette partie-là, ça va être de créer des notes permanentes. Donc des notes qui sont portables, indépendantes et atomiques, qui sont égales à une note est égale à un concept et qui sont densément connectés avec d'autres concepts dans notre système pour avoir un maillage. Ce maillage d'idées, ce maillage de concepts, ça va être ça qui va faire toute la puissance de notre système et qui va nous permettre ensuite de créer plus facilement, aller en profondeur dans nos concepts et beaucoup d'autres avantages. OK, mais donc c'est quoi au juste exactement les avantages de cette méthode d'organisation en notes permanentes? Eh ben, moi le premier avantage que je ressens au quotidien et que la plupart des gens qui suivent la formation me remontent ensuite, c'est une énorme clarté de pensée. Ils disent que c'est comme si ils étaient passés d'avoir une pensée qui est un peu floue, un peu médiocre et cetera, à une pensée qui est extrêmement sharp, aiguisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils passent du temps maintenant dans leur système à prendre des notes et qu'ils passent du temps à identifier les concepts, à déconstruire les concepts, à entretenir leur base de connaissances, et ben, ils commencent à réellement maîtriser leurs concepts. Ils commencent à gagner en profondeur avec les idées et arrêter de s'éparpiller simplement en permanence en étendue. Et donc, grâce à ce phénomène-là, et ben ils arrivent à être beaucoup plus, aiguisés dans la réflexion. Un autre avantage, c'est la création et pour vous montrer ça, et ben laissez-moi vous montrer, par exemple, comment j'ai écrit mon livre, sur la gestion des connaissances personnelles, justement. Mon livre sur la gestion des connaissances personnelles, en réalité, c'est simplement un sommaire d'assemblage. Ça peut paraître fou, mais en fait, comme j'avais déjà pris toutes mes notes en amont, de la création du livre, et bah, pour créer mon livre, j'ai simplement eu à assembler plein de concepts. Par exemple, ici, hop, je peux me dire: «OK, il faut garder une structure simple, intéressant», avec une référence: «Simple rules, how to thrive, in a complex world». Ensuite, je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de parler d'un autre truc», par exemple, le fait que, un système ne peut pas être séparé de son environnement. Et puis ensuite, tiens, j'avais envie de parler d'un truc sur, le problème avec l'hyperspécialisation. Et j'ai simplement eu à assembler des briques de base que j'avais déjà prises en amont pour créer mon contenu. Donc on va 100 fois plus vite dans, la création de contenu. Moi, du coup, c'est ça qui me permet, en fait, de créer aujourd'hui, entre 2 et 3 vidéos et contenus en général par semaine et enfin, en quelques années, des dizaines et des dizaines de formations, plusieurs livres et cetera. C'est parce que justement j'ai ce second cerveau qui me soutient dans qu'est-ce que soit que je veux créer et qui me permet de toujours avoir tous mes concepts à disposition pour recréer de nouvelles choses. Donc, c'est comme si en fait on inversait littéralement le processus de création. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on choisissait un sujet sur lequel on voulait écrire. Ensuite, on allait commencer à faire des recherches sur ce dernier. Ensuite, on se retrouvait face à la page blanche. On devait, faire des recherches fastidieuses, essayer de réécrire en nos propres mots ce que l'autre avait déjà dit. On se rendait compte souvent qu'on n'avait pas une compréhension très, profonde du sujet et on se sentait un peu comme un imposteur. Et puis ensuite, on pouvait enfin publier un contenu qui sentait un peu le réchauffer, avant ensuite de recommencer de zéro le processus pour le prochain article. C'était encore une fois la même chose. Ah bah rebelote, page blanche, sujet, recherche. Ah, c'est extrêmement fastidieux, c'est ce qu'on appelle des heavy lift à chaque fois, en comparaison avec le slow burn dont on parlait dans la partie organisation. Après, une fois qu'on a mis en place un système comme celui-ci, le quotidien d'un créateur, ça devient simplement: «OK, au quotidien, je vais, lire des livres, lire des articles en fonction de ma volonté, mon envie et cetera». Cependant, je les lis pas simplement bêtement. Non, je les lis pour prendre des notes intelligentes dessus. Ensuite, j'ai une base de notes que j'entretiens, que j'expand, que j'interconnecte, dans laquelle je me balade régulièrement. Et quand je veux créer un contenu, comment je fais pour, savoir qu'est-ce que je vais écrire et comment je vais l'écrire? Et ben, j'ouvre mon logiciel de prise de notes et je regarde les nœuds de connexion sur lesquels j'ai le plus de notes. Par exemple, je vais ouvrir mon système et je vais me dire: «Tiens, si je veux écrire un livre demain, sur quoi je peux le faire? C'est quoi mes nœuds les plus gros?» Donc là-haut, on a un nœud sur la rhétorique, un nœud sur la persuasion, OK, intéressant. Là, on a un nœud sur, la productivité, hem un nœud sur, bah, la prise de notes évidemment, psychologie, je pourrais écrire un livre un peu là-dessus. C'est quoi que j'ai dessus? OK, des choses intéressantes. Un nœud sur, OK, la permaculture. Tiens, je pourrais écrire un livre sur la permaculture, par exemple. Tiens, OK, intéressant. Du coup, si je vais voir mes liens ensuite que j'ai sur la permaculture, je pourrais m'inspirer de toutes les notes que j'ai déjà aujourd'hui sur la permaculture pour écrire mon livre sur ce sujet. Donc, comme vous pouvez voir, on renverse le processus de création. C'est pas: «Tiens,
sur quel sujet je vais écrire, je me retrouve avec face à une page blanche, je fais des recherches dessus et ensuite j'écris. C'est j'ai déjà des milliers de contenus à disposition dans mon système, je regarde les sujets qui émergent naturellement de mon système et ensuite, je vais simplement pouvoir créer par assemblage en me disant: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon livre?» Bah, tiens, j'ai envie de mettre un truc sur, peut-être la philosophie possibiliste, puis ensuite suivi d'un exemple qui est le fait que planter des arbres, ça permettra pas de combattre le réchauffement climatique. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on doit arriver à 0 de CO2? Comment le faire, par exemple, avec un truc du style les cultures pérennes et les 3 leviers pour vaincre, le réchauffement climatique. Bam! Je vais écrire un article qui suit ces 5 concepts et là, j'aurais simplement à me mettre en rédaction, voire même maintenant qu'il y a l'IA, lui dire: Réécris-moi ces 5 concepts, ces 5 concepts que je te mets ici là, sous la forme d'un bon article avec mon style d'écriture, si vous voulez pas l'écrire. Voilà voilà ce que devient en fait l'écriture enfin la création de contenu, une fois qu'on a un système, de ce type-là. C'est beaucoup plus riche et c'est beaucoup plus fun parce qu'on commence à trier à partir de l'abondance, plutôt que de faire des recherches à partir du néant et à partir d'une page blanche qui peut parfois faire peur. OK, maintenant que tout ça est dit et que vous voyez un petit peu à quoi peut ressembler le système, j'ai envie de vous donner quelques précisions, qui me semblent nécessaires, en particulier sur ce logiciel que j'utilise, pourquoi je l'utilise, comment est-ce qu'il est structuré, quels sont ses avantages et aussi sur le processus de déconstruction. Donc, le processus de déconstruction, comme je vous l'ai présenté ici, peut sembler un petit peu fastidieux et c'est vrai que pour passer d'une note de ce type-là, voilà, avec juste simplement des surlignages, à une note bien déconstruite, avec tous les concepts qui sont devenus indépendants, moi, ça me prend à peu près 3 heures. Donc 3 heures, c'est quand même une bonne après-midi un samedi, c'est du temps. Donc quand tu passes, je sais pas, 6 heures à lire un livre, si après tu passes 3 heures en plus à le déconstruire, tu fais quand même plus 50 sur le temps de lecture. Alors oui, c'est vrai, mais il y a un moment où il y a un prix à payer. Dans le sens où, si l'objectif, c'est juste de se divertir avec de la lecture, de pas progresser et de tout oublier, bah OK, prends des notes simples, fais des petits surlignages si tu veux, et puis c'est très bien comme ça. En revanche, si l'objectif, c'est de devenir un sportif de haut niveau de la connaissance, ou même pas de haut niveau, mais simplement s'élever et s'améliorer grâce à la connaissance, alors, beh, c'est la manière la plus directe de le faire. À l'école, on avait l'habitude d'étudier les textes qu'on engageait. Aujourd'hui, on est dans un monde de consommation où tout nous arrive dans la bouche. Ce qui fait qu'on est plus expert, on connaît plus rien. Donc voilà, et la première réponse que j'ai envie de donner à ce truc-là, de dire: «Mais ça prend du temps, ça a l'air lourd, je vais pas réussir à le tenir», c'est: «OK, bah, dans ce cas-là, faut être clair dans les objectifs. Si on ne veut pas s'améliorer, alors dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir un système de prise de notes ou simplement un petit système d'organisation, reprenez juste la partie, PCR et puis c'est bon, vous allez vous en sortir. Là, nous, on veut aller un petit peu plus en profondeur quand même avec les connaissances et donc c'est un passage qui est assez nécessaire, si on veut s'améliorer. Maintenant, deuxième réponse à cette question, qui est peut-être la plus pertinente des 2, c'est en fait, la plupart des livres qui sont, ici dans mon dossier, je les ai pas encore résumés. C'est des livres qui sont en attente, à traiter, comme il y a marqué là et la réalité, c'est que ces livres, je vais les traiter uniquement le jour où je me dirai: «Tiens, je sens que c'est le moment pour moi de traiter ce livre et que j'en ai besoin». Par exemple, si un jour j'ai envie de retourner voir, par exemple, ce que j'ai écrit dans le livre Embracing Ourselves, je me dis: «Oh, c'est vachement intéressant». En fait, c'est bon, je sens que là, j'ai envie vraiment de progresser dans ce domaine du dialogue intérieur et donc je vais commencer à créer ma note permanente et donc ce jour-là, je vais passer 3 heures l'après-midi à, déconstruire ma note. Mais il y a beaucoup de livres pour lesquels je passe jamais dans ce stade-là. Beaucoup de livres pour lesquels, en fait, je relis simplement ma note de temps en temps et j'ajoute simplement des petits surlignages. Je me dis: «Ah tiens, cette partie-là est intéressante». J'ajoute un peu de gras. Je fais ce qu'on appelle de la distillation. C'est-à-dire que, je vais progressivement extraire l'essence de la solution, enfin l'essence, le nectar de la solution, disons, petit à petit, le nectar du contenu, en faisant des passes successives à chaque fois que j'en ai besoin, dès que j'ai le besoin et l'utilité, d'avoir accès à ces connaissances. Mais la plupart des livres que je lis, effectivement, je surligne parce que je lis sur, numérique et je voilà, ça me coûte rien, en fait, disons, de le faire et je peux reprendre des citations et le donner à une IA et cetera. Mais la voilà, pour la plupart des livres, en fait, que je lis, je vais pas les résumer entièrement avec la déconstruction et donc c'est uniquement quand j'en ai vraiment besoin et quand je veux vraiment progresser dans un domaine. Voilà, donc c'est vraiment la différence, faut pas se mettre la pression et il y a beaucoup de fois et beaucoup de cas dans lesquels il y a pas besoin de tout déconstruire, il faut déconstruire uniquement quand on sent qu'on a besoin de profondeur. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur ce gros processus qui a l'air lourd. Il est lourd pour une raison, c'est qu'il est efficace, qu'il marche et qui nous permet d'étudier les textes et d'engager avec les textes, profondeur vs éparpillement.
Et deuxième réponse, c'est en réalité, on distille plutôt qu'on passe du beaucoup de temps à déconstruire. C'est vraiment un système qui doit nous accompagner. Il y a des phases de vie pendant lesquelles, pendant 2 ans, moi, je prends pas de notes et d'autres phases de vie pendant lesquelles je prends 1000 notes en seulement 2 mois parce que j'adore les connaissances et je suis à fond dedans. Et c'est normal, c'est cyclique, mais il faut que ce système soit là pour vous épauler, tout le temps. En tout cas, le système, évidemment, ne casse pas si on n'y met pas t trop de temps, quoi. Voilà, donc ça, c'est les petites précisions par rapport au processus de déconstruction. Maintenant, j'aimerais en plus vous parler un petit peu du logiciel que j'utilise. Donc moi, le logiciel que j'utilise, il s'appelle Obsidian. Obsidian, c'est un logiciel, que j'adore, qui est entièrement gratuit, pour commencer. Ensuite, les autres choses qui sont excellentes avec ce logiciel, c'est que le format d'écriture qu'il reconnaît, c'est un format Markdown. Ça veut dire que, sans jamais lever les mains du clavier, je peux faire ce que je veux. Vous voyez, il y a pas de barre pour formater le texte comme sur Word ou autre. Parce que j'ai simplement à mettre des petits caractères qui sont extrêmement faciles à apprendre pour faire un titre. Par exemple, là, hop, j'ai mis un hashtag, donc c'est un titre. Si je veux faire du gras, je peux faire ça, hem et hop, ça va me le mettre en gras. Donc c'est une syntaxe qui est extrêmement pratique parce qu'on lève jamais les mains du clavier et le formatage, est fait tout seul. L'autre truc qui est génial, c'est que c'est un format, qui est universel. C'est-à-dire qu'il peut être ou il est ouvrable par n'importe quelle autre application de prise de notes. Donc quand si un jour vous voulez quitter Obsidian ou même si vous voulez utiliser 2 logiciels en parallèle sur votre même base de notes, vous pourrez le faire parce que vous aurez écrit vos notes dans un format universel. Et je le précise parce que c'est vraiment pas courant. Dans le sens où, par exemple, dans Notion, si vous voulez exporter, vous allez vous retrouver avec des JSON. C'est inouvrable, il va falloir vous le transcrire et cetera. Si vous écrivez sur Evernote, par exemple, vous allez exporter en .NX, un format qu'ils ont créé, qui est horrible à convertir et si un jour ensuite vous voulez réimporter vos notes dans un autre logiciel, vous serez bloqué. Donc la plupart des logiciels, parce que c'est des modèles par abonnement qui veulent vous garder, coincé du coup dans l'abonnement, et bah, ils écrivent dans des formats qui sont propriétaires, qui sont pas résilients et pour moi, ça va pas. J'ai investi dans un capital intellectuel, mon but, c'est à la fin d'avoir, 40 000 notes comme Niklas Luhmann. Je peux pas me permettre que certaines des notes soient uniquement ouvrables par un logiciel et que je sois susceptible de perdre tout ça. Donc voilà, ça, c'est la partie un peu résilience gratuit, voilà. Un autre avantage génial du logiciel, c'est qu'on a des plugins communautaires. Donc là, par exemple, si je vais dans une de mes notes de mon système, par exemple, la différence entre conditions de vie et vie, j'en sais rien, je peux ouvrir ici ce qu'on appelle les smart connections, donc les liens qui sont, heu, pertinents selon une IA à faire entre cette note et d'autres notes. Et donc, je peux aller voir, d'autres trucs, par exemple, la différence entre le bonheur et la paix, qui est intéressant. Ensuite, ce truc-là, il le connecte avec le paradoxe de Tocqueville, un autre truc que j'ai lu, de truc de factfulness, qui va peut-être elle-même connectée avec une ombre en psychologie, hem et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est très cool parce que ce plugin-là était pas codé de base dans Obsidian et c'est la communauté qui l'a codé. Moi-même, j'ai codé des plugins qui me permettent d'envoyer directement, par exemple, à Ghost. Donc dès que j'écris un article, je l'écris dans mon système, j'appuie là et hop, c'est publié dans mon blog. Donc c'est voilà, il y a pas mal de trucs pratiques comme ça et je peux aussi créer des sites internet. Hem, donc toutes mes notes, par exemple, elles sont disponibles aux gens qui ont rejoint ma communauté, à l'adresse notes.elliotmeunier.com. Et donc Obsidian nous permet de créer des sites qui sont vachement agréables comme ça, dans lesquels on peut se balader. Par exemple, si je vais dans business, je peux voir: «Oh business intéressant, des questions pour garder le cap» et si je vais ensuite dans développement personnel, voilà, j'ai plus de notes. OK, avec cette note qui elle-même est connectée à ce livre qui voilà, et les gens peuvent se balader dans votre second cerveau numérique et moi je sais qu'il y a énormément de gens qui se baladent dedans et ça me rapporte beaucoup de trafic Google donc je suis très content d'avoir ce système-là. Voilà, donc ça, c'est un des autres avantages, d'Obsidian. L'autre avantage, c'est que du coup, les notes sont stockées, dans un format universel sur votre ordi. Donc vous pouvez très facilement, les sauvegarder vous-même, choisir comment vous voulez les sauvegarder en fonction de votre philosophie. Et il y a un Canva que vous pouvez utiliser, qui vous permet de faire un peu des sortes de visualisation visuelle de toutes vos notes, qui est pas mal aussi, que là, je vais pas vous montrer parce que c'est pas un tuto Obsidian, mais voilà, c'est pour ça que je choisis ce logiciel, entre autres. Par rapport à d'autres logiciels, comme Evernote, Notion ou des choses comme ça. Et enfin, la dernière fonction qui est extrêmement pertinente d'Obsidian, mais qui commence à arriver dans d'autres logiciels, donc elle est de moins en moins, unique quoi, c'est le fait qu'on peut voir les rétroliens qui existent. Par exemple, là, ici, je peux voir que le cœur de souffrance est connecté à cette note. Donc dans la note «Le cœur de souffrance», il y a une note qui redirige vers «Une ombre en psychologie» ou dans la note, par exemple, d'aujourd'hui, enfin du 11, non, du 12 novembre 2023, j'ai fait référence à cette note qui est assez intéressante,
avec, un concept d'idioportal que j'avais déconstruit, qui connectait avec l'IFS, enfin donc voilà, on peut vraiment voir, le maillage entre toutes nos notes et on peut aussi le visualiser sous forme graphique, grâce à la vue graphique, ce qui nous permet vraiment d'avoir une sorte, un sorte de jardin numérique. C'est pour ça que j'appelle ça le garden, qui nous permet de créer du chaos entre toutes nos idées, pour qu'il y ait une sérendipité qui fasse en sorte que de nouvelles idées émergent du chaos. C'est un peu ça, en tout cas, moi, que j'ai envie de favoriser dans le système et c'est ça qu'Obsidian permet très bien de faire. VS un logiciel comme Notion, par exemple, si vous connaissez, qui est du coup un logiciel qui est à l'inverse, qui compartimente, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là dans Notion, ce sentiment qu'en fait, on est, en train de mettre des cases, des structures, des bases de données dans toutes nos idées pour, finalement, isoler toutes nos idées et faire en sorte que rien se connecte. Donc il y a pas de richesse, tandis que là, quand on balance juste dans un jardin comme ça des graines, il y a beaucoup de croisements, de choses qui vont se passer et d'émergences organiques qui va arriver par sérendipité. Et moi, c'est vraiment ça que je veux créer parce que c'est ça la créativité, quoi. C'est pas ça, une compartimentation débile dans un format propriétaire, dont on pourra jamais sortir, quoi. Voilà, après je suis pas du tout biaisé, évidemment. Hem donc voilà pour Obsidian et il y a également d'autres, avantages, c'est que la recherche est puissante, mais dans la communauté du personal knowledge management, des gens un peu sérieux dans les connaissances, clairement, la plupart des gens sont sur, Obsidian de nos jours. Moi, j'étais un des premiers à en parler, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu, donc en plus, vous aurez pas de mal à trouver du support et la plupart des plugins dont vous pourriez rêver sont également dans le logiciel. Voilà. Bon, bah, c'est bon, on vient de finir la démonstration, complète du système. On est passé par toutes les étapes si on veut. On a vu, en gros, comment sélectionner le contenu en premier grâce à une bonne stratégie d'acquisition des connaissances et son propre flux qu'on crée directement dans un logiciel comme Readwise Reader pour ne plus se faire pourrir le cerveau par des algorithmes de recommandation. On a vu ensuite comment capturer les connaissances importantes de tous les contenus qu'on consommait et on a dit qu'il fallait vraiment un processus de capture très clair par type de contenu qu'on consomme. Je vous ai donné quelques recommandations, par exemple Readwise Reader et d'autres processus. Tout ça, on l'importe dans Obsidian, sous forme de ce qu'on appelle des notes littéraires, du contenu brut à traiter. Ensuite, on le filtre en fonction de savoir si c'est permanent ou temporaire. Si c'est temporaire, on stocke simplement les notes dans notre organisation dont on a parlé, qui s'appelle PCRAG, qui est une organisation par utilité et non plus par thématique. Une fois qu'on a fait ça, on déconstruit. Si c'est permanent, on déconstruit notre note littéraire en note permanente pour avoir des notes qu'on peut réutiliser, réemployer, réassembler dans des créations, des projets et autres, et de la profondeur intellectuelle. On peut également organiser nos notes avec des cartes de contenu dont on n'a pas beaucoup parlé dans cette vidéo. Et ensuite, toutes les créations, on les assemble pour créer des projets, ce qui nous permet de créer des projets qui sont riches pour le monde et s'auto-améliorer grâce à la connaissance. Voilà, j'espère que cette balade dans mon système de gestion des connaissances personnelles vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être montré quelque chose qui peut vous aider. Les résultats globaux de ce système, c'est une meilleure rétention, une créativité accrue, un capital intellectuel enrichi et une création, facilitée dans vos projets, et vos contenus si vous en créez. OK, donc maintenant que je vous ai présenté tout mon système, peut-être que là, actuellement, vous vous dites: «Waouh, OK, je pourrais faire usage de ce système, il pourrait vraiment me servir». Cependant, je ne sais pas exactement comment l'implémenter. Et effectivement, là, en 1 heure et demie, j'ai pas eu le temps de vous présenter en détail, comment installer Obsidian, comment structurer ses notes, comment mettre des bonnes métadonnées, comment faire des bons liens et ainsi de suite. En revanche, j'ai une formation en ligne qui vous prend par la main de A à Z et qui vous permet à la fin de ressortir de la formation avec le même système que moi, qui va vous permettre d'obtenir les mêmes bénéfices dont je viens de vous parler à l'instant. Cette formation, elle dure donc 6h30 de contenu asynchrone, donc elle se suit à peu près en un week-end et elle a été énormément suivie. Ça fait, 4 ans, je crois, que je la propose. Hem et en réalité, il doit y avoir 2 500 personnes qui l'ont suivi au total. Parce que là, on parle juste d'Atomic Knowledge, mais en réalité, avant, ça s'appelait aussi Atomic Student, Atomic Creator. Donc si on additionne, en fait, tous les étudiants dans toutes les formations, à la fin, ça doit faire à peu près 2 000 personnes qui ont suivi cette formation, plus 220, voilà. Donc beaucoup de personnes qui l'ont suivi, et c'est une formation, tip top. Vous pourrez voir tous les avis et les études de cas dans la page, suivante de présentation, de la formation en détail. La formation, elle se veut vraiment droit au but. Donc l'objectif final, c'est créer le même système que moi. La formation, elle est structurée de la manière suivante. Je peux vous montrer, rapidement ce que ça donne. Avoir une vision claire du système pour savoir où on va. Ensuite, créer son système, alimenter le système, faire maturer ses notes et aller plus loin, les blocages et cetera. Vous voyez, ça va vraiment droit au but.
et on perd pas de temps avec, du contenu sur: «Ah c'est quoi l'histoire de la prise de notes?» je sais pas quoi. Non, c'est vraiment une formation pratique, outil, qui peut être suivie et terminée en un week-end. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens, font, quand ils suivent la formation. Vous avez un support, illimité quand vous prenez la formation dans une communauté qui est très active, et il y a pas mal d'entraide et de, voilà, de connexions qui se font dans cette communauté qui est, ma foi, très très agréable. Salut, c'est le Elliot du montage. Je voulais juste vous dire que si vous voulez découvrir donc cette formation et que cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur, alors vous pouvez simplement aller dans le premier lien en description et vous allez voir qu'en passant par ce lien, je vous propose de bénéficier d'une grosse réduction quand même sur la formation. Donc c'est sympa de ma part, mais c'est pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de me suivre. Voilà, donc premier lien en description, vous pouvez accéder à la formation si vous le souhaitez et si vous pensez qu'elle va vous aider, que vous vous sentez prêt à enfin investir sur votre capital intellectuel. Ciao!